Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, les premières tendances de cette année 2022 sur 48 heures. On assiste à un rallye action assez important dans la continuité de ce qu'on a vécu en 2021. Les dernières séances de l'année 2021 ont été très positives pour les marchés actions. À partir du 20 décembre, on a vu une envolée des marchés actions qui se poursuit en ce début d'année. L'autre phénomène, c'est le sell-off sur les marchés obligataires. A contrario, le marché obligataire connaît un des pires démarrages de l'année depuis 2009, nous dit-on, avec des taux qui remontent donc sur la partie longue, un 10 ans américain qu'on avait laissé à 1,50 fin décembre et qu'on retrouve proche de 1,70 désormais. On notera que le mouvement est un peu moins suivi peut-être par les taux européens et on regarde notamment en Europe la question des spreads périphériques, la divergence peut-être entre les coûts de financement des différents États européens. On parlera de ces tendances de marché qui marquent le début de cette année 2022 avec nos invités dans un instant. Et puis, autre phénomène d'actualité, le poids, l'emprise d'Apple qui ne cesse de prendre toujours plus d'importance, un phénomène qui n'est pas nouveau. Apple a mis un peu plus de 40 ans pour atteindre son premier trillion de capitalisation boursière, c'était en 2018. Moins de 4 ans après, le groupe Apple pèse 3 000 milliards de dollars. Le milestone, le jalon a été touché hier en séance et sera sans doute touché à nouveau aujourd'hui, demain et peut-être plus tard encore. Le poids d'Apple dans les marchés qui soulève toujours des interrogations. L'emprise d'une capitalisation boursière telle que celle d'Apple sur le marché action en général. Apple qui pèse aujourd'hui 7% du S&P 500. Voilà pour les sujets dont nous parlerons avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, les enjeux pour l'univers des small caps en 2022. Small cap, les petites capitalisations boursières et le stock picking des small caps, nous en parlerons avec Pierre Chang, gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance, qui sera avec nous à 17h45 en plateau. Et une deuxième séance boursière de l'année très positive pour les marchés actions. À nouveau, les infos clés du jour en fin de journée, c'est avec Eva Bensaadi. Forte de la première clôture de son histoire au-dessus des 7200 points, la Bourse de Paris a poursuivi sa lancée ce mardi. Elle a d'ailleurs franchi une nouvelle étape dans sa course au plus haut en s'installant au-dessus des 7300 points cet après-midi. Les investisseurs semblent avoir intégré le fait qu'ils devront composer avec le variant Omicron ainsi qu'avec la perspective d'un resserrement de la politique monétaire des grandes banques centrales. À Wall Street, hier, le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé sur de nouveaux records. Apple est devenue la première entreprise américaine à atteindre la barre des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, tandis que la capitalisation de Tesla s'est renforcée de 144 milliards de dollars à la faveur d'un record de livraison au 4e trimestre. Le marché surveillera demain les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed, ainsi que le rapport sur l'emploi en décembre aux États-Unis. L'ISM manufacturier américain ressort à 58,7 points contre 61,1 en novembre. Un des principaux rendez-vous de ce mardi résidait aussi dans la réunion de l'OPEP+, qui a statué sur une hausse de sa production. L'organisation s'en tient à une augmentation de 400 000 barils par jour en février. Concernant les indicateurs du jour, ils confirment en effet la poursuite de la reprise, qu'il s'agisse des indices PMI manufacturiers chinois, britanniques ou des ventes au détail en Allemagne. L'activité manufacturière en Chine a progressé en décembre à son rythme le plus élevé en 6 mois. Les ventes au détail en Allemagne ont bondi de façon inattendue en novembre en dépit des nouvelles restrictions liées au Covid-19 qui ont freiné la reprise de la consommation dans la plus grande économie d'Europe. Le taux de chômage en Allemagne toujours a légèrement reculé au mois de décembre à 5,2% alors qu'il était attendu stable par rapport à novembre, soit à 5,3%. En France, l'inflation est estimée à 2,8% en décembre par l'INSEE, comme le mois précédent, avec une accélération pour les produits manufacturés et l'alimentation, mais un ralentissement pour l'énergie et les services. Les valeurs du jour en France aujourd'hui. Air France-KLM poursuit sa lancée dans ce début d'année. Jolie hausse aussi pour le groupe de services parapétrolier CGG, après avoir annoncé conclure la cession des actifs de stockage physique et des services associés à son activité Smart Data Solutions.
On a suivi aujourd'hui aussi M6 qui a annoncé avoir conclu l'acquisition de 2% supplémentaires du capital de Stéphane Plaza Immobilier, dont il détenait déjà 49%, et prend ainsi le contrôle du réseau d'agences immobilières franchisées. Le groupe français de construction Eiffage a annoncé, lui, avoir remporté 2 contrats majeurs dans le domaine de l'éolien offshore au Royaume-Uni. Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition du leader américain du béton prêt à l'emploi, Cowden Inc. Cette acquisition est d'ailleurs une autre étape dans leur stratégie 2025 d'accélérer la croissance verte pour devenir un leader mondial des solutions de construction innovantes et durables. Ce sont les mots de son PDG. Très forte baisse aujourd'hui, Valneva qui chute de 17,3% cet après-midi, accusant ainsi sa 6e baisse d'affilée. De plus en plus de données suggérant qu'Omicron provoque des symptômes moins sévères que les précédents variants, ce qui limite la nécessité d'un nouveau vaccin. On termine avec un mot sur ce qui attend les investisseurs demain. Ils regarderont la confiance des consommateurs en France. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h, et avec Eva Bensaadi qui nous accompagne aujourd'hui dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florence Barjou est avec nous ce soir, directrice des investissements de Lyxor Asset Management. Bonsoir Florence. Bonsoir Grégoire. Bienvenue Alexandre Baradès qui est avec nous également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes chef analyste d'IG, et Alain Pitous qui complète ce trio. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes senior advisor ESG. Alors que le titre Apple est en train de s'effondrer de 1% à la bourse de New York, je voulais quand même qu'on commente quelques instants peut-être le nouveau jalon qui a été franchi, enfin qui est en passe d'être franchi par Apple, les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ça n'a pas tenu en clôture jusqu'à présent, mais c'est sans doute une question de temps, plus qu'un si, c'est un quand pour la capitalisation boursière d'Apple. Commentaire très libre à ce sujet, mais effectivement, le premier trillion, c'était en 2018, 2 ans après, le deuxième trillion. Moins de 2 ans après, on est à 3 trillions de capitalisation boursière pour Apple, 7% du S&P 500. Comment vous regardez cette situation, encore une fois, qui n'est pas nouvelle, mais qui ne cesse de se renforcer, cette concentration là autour de quelques méga caps, Apple étant l'emblème de ces valeurs. On regarde Apple avec les autres membres du groupe, hein, les GAFAM ou les GAFTAM maintenant avec Tesla, et c'est vrai qu'il y a quand même 2 valeurs qui se distinguent dans ce groupe, c'est Microsoft et Apple. Quand vous regardez du Amazon par exemple, ça latéralise déjà depuis un bon bout de temps. Alphabet c'est pareil, c'est plus régulier depuis maintenant à peu près 2 trimestres, et il y a des valeurs qui tirent toujours à la hausse, Apple, Microsoft ou autres, et c'est vrai que c'est au-delà des capitalisations, parce qu'effectivement on peut les comparer aux valeurs européennes, on peut faire des pourcentages par rapport au Nasdaq, au S&P, c'est une régularité qui est assez impressionnante et qui moi, me pousse à la méfiance, parce que si on avait écouté, on a bien écouté tous les déclarations de Tim Cook à la dernière annonce de résultats, il y avait quand même un petit warning, pas très grave, mais les ventes d'iPhone avaient été un peu décevantes. Et il avait dit, ces problèmes de supply chain, donc d'approvisionnement, on va aussi les avoir au 4e trimestre. Donc le marché les avait prises comme information, puis était reparti derrière. Or, le 4e trimestre, on a bien vu que ça a donné en termes de problèmes logistiques, et les résultats du Q4, on les aura dans quelques jours. Et peut-être que le marché est un peu en avance par rapport à ça. En fait, c'est plutôt ça que ça m'inspire. En fait, pas tellement de crainte sur le business model ou autre, mais peut-être un ultra-optimisme sur la nature des résultats pour des valeurs qui se paient X fois les multiples. Et c'est un peu ça que l'on peut craindre, sans être trop négatif, dans un environnement de normalisation de la politique monétaire. Et c'est un peu ça la bascule que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on voit que le marché avait un peu évacué ces questions de normalisation monétaire sur les 2 dernières semaines de l'année. Il avait écouté la réunion de la Fed, et puis ensuite, c'était reparti. Et on se rend compte que tous les marchés ne sont pas aussi optimistes. Vous regardez les futurs Fed Funds, donc ils donnent des probabilités de ce que sera le niveau de taux. Bien, pour les futurs Fed Funds, on a une hausse de taux très probable au mois de mars. Et ce qui est assez incroyable, c'est de voir le chemin parcouru depuis 3-4 mois. Il y a encore 4-5 mois, on parlait pas d'hausse de taux avant fin 2022, voire début 2023. Et là, une partie du marché price des hausses de taux possibles dès la fin du premier trimestre, qui correspondrait aussi à la fin du tapering de la Fed. Donc c'est une normalisation qui est bien plus rapide que celle qu'on avait vue
en 2014-2015, à la fin des différents programmes d'achat d'actifs. Et on a l'impression que les marchés à la fois obligataires et puis peut-être les valeurs de croissance sont un petit peu en retard par rapport à ce schéma-là. Donc voilà, moi mon sentiment c'est qu'on a, et on le voit d'ailleurs je vais faire court après, on voit depuis quelques jours, les valeurs qui marchent bien, c'est finalement des valeurs qui jouent vraiment la réouverture de l'économie. Tourisme loisirs, c'est le plus gros performeur de tous les secteurs, les banques aussi, pièces auto. Donc c'est du cyclique, et vous regardez celles qui performent un peu moins bien, Maçon et Tech. Donc on a l'impression qu'on assiste à un début d'un peu de rotation quand même, favorable donc à l'Europe, un peu moins aux grosses valeurs tech US, je pense, dans les semaines qui viennent. Non, mais pour ajouter à votre analyse, Alexandre, et on a vu donc le premier trillion d'Apple en 2018. Il faut se souvenir que la fin 2018 était compliquée parce que la Fed réduisait son bilan, montait les taux automatiquement à chaque réunion, je crois, en autopilote. À partir du moment où Apple a touché le trillion, le titre a perdu 40% ensuite. Oui, voilà, on avait eu 20% de baisse sur le marché américain, grosso modo, en décembre 2018. Voilà, la baisse pour Apple, c'était 2 fois plus. Rebelote en 2020, il faut se souvenir. Donc là, Apple, en août 2020, franchit le 2e trillion de capitalisation boursière de son histoire. Et on se souvient qu'évidemment, l'événement de 2020, ça a été l'arrivée des vaccins en novembre, avec là un phénomène de remontée des taux, d'anticipation, de reflation, etc. Boum, moins 20% pour le titre Apple. Oui, des niveaux comme ça qui sont un peu psychologiques. De mémoire, Amazon avait fait ça aussi. Amazon, quand il a tapé les 1000 milliards, il y a vu, c'était algorithmique très probablement, mais aux 1000 milliards près, ça avait décroché, comme ça, il y a eu des ventes un peu automatiques qui s'étaient faites. Mais c'est vrai que la parenthèse sur le bilan est intéressante, parce que c'est vrai que 2018, on a tendance à oublier que le Nasdaq avait perdu 20%. Ouais. On est quasiment en bear market sur le Nasdaq. Alors, il y avait l'histoire de Trump avec la Chine, il y avait les problèmes de valeur technologique par rapport à la Chine, il y avait la normalisation du bilan, mais là, quand vous écoutez certains membres de la Fed, ils sont favorables à une normalisation du bilan, pas trop tardive. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un triptyque, fin du tapering, première hausse de taux, et peut-être un début de réduction de bilan qui interviendrait dès cette année, c'est-à-dire de manière beaucoup plus rapide que tout le cycle de normalisation. Et pour faire le tour de table sur Apple, vous dites donc Apple devient... La valeur Apple, le cours de bourse d'Apple, là, est très dépendant de la politique monétaire de la Fed dans les prochains mois, trimestres. Parce que les résultats vont compter beaucoup, mais je pense que le marché a déjà bien payé ces résultats-là. Il est peut-être un peu en avance dessus. Et les deux grosses, dont je me méfie un petit peu par des schémas graphiques qui sont quand même très, très étirés, c'est Apple et Microsoft. Moins, il y a aussi Alphabet, voilà, mais les deux qui ont vraiment tiré, qui ont été les moteurs sur le cours des GAFTAM, c'est ces deux-là. Florence, sur ce cycle des méga caps, parce que ça fait 10 ans qu'on parle de ces GAFAM, GAFTAM, FANG, FANGMAN, tous les acronymes tournent, mais on parle toujours à peu près de la même chose. Et Apple reste le leader incontesté. Très rares sont les moments où Apple a été détrôné en tant que première capitalisation boursière ces dernières années. Je suis moins spécialiste évidemment qu'Alexandre sur les titres individuels, mais ce que ça me laisse penser quand même, c'est qu'effectivement, on a au sein du S&P des valeurs qui, les 5 premières valeurs représentent quasiment 25% de l'indice. Donc évidemment, on a Apple, on en a parlé, donc 7%. Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, Google. Alphabet, bon voilà. Donc, et tout ça, quand même, relié à la tech. Donc, première réflexion, les actions américaines, il y a quand même un risque de concentration qui me semble assez important. Généralement, quand on cherche à acheter un indice, on cherche de la diversification. Là, on n'en a plus. Donc, ça interpelle quand même. Deuxième axe de réflexion, quand on a comme ça des entreprises qui sont devenues immenses, énormes, notamment des entreprises américaines. Et d'ailleurs, c'est peut-être d'autant plus vrai dans l'environnement globalisé dans lequel on est aujourd'hui, se pose quand même le problème de la régulation. Et on voit que ces entreprises-là, de plus en plus, elles font face à une envie des politiques, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, de venir limiter quand même un peu leur puissance. Historiquement, notamment au sein des actions américaines, quand on a eu comme ça des entreprises qui sont devenues très grosses, à un moment, je veux dire, ça s'est retourné. Le business model d'Apple, évidemment, il est très solide, mais Alexandre le disait, voilà, il va falloir trouver un successeur à l'iPhone, il va falloir affronter des problématiques de régulation, il va falloir affronter les questions sur les chaînes d'approvisionnement. Donc il y a quand même quelques incertitudes, il me semble, à l'horizon. Et c'est vrai que la notion de hausse des taux, on en parlera certainement un peu plus longuement au cours de l'émission, mais souvenez-vous, en début d'année prochaine, il y avait un gros pari sur le marché qui était... Début d'année dernière. Oui, oui, 2023. Non, on vous suit, Florence. Voilà. En début d'année dernière, il y avait un gros pari sur le marché qui était la value va surperformer la croissance parce qu'on
qu'on va être en phase de reprise économique, etc. Ça ne s'est pas du tout matérialisé, notamment parce qu'on a eu des taux réels qui sont restés très bas. Et moi, j'ai quand même l'impression que cette année, donc 2022, je ne me trompe pas ce coup-ci, cette année, on va avoir effectivement une croissance qui sera plus faible en absolu que l'année précédente, mais on est quand même dans une normalisation. Pour le coup, on a une croissance qui reste aux États-Unis notamment au-dessus du potentiel, en Europe qui reste dynamique, avec là, cette fois-ci, une vraie normalisation monétaire qui s'amorce. Et donc là, oui, les valeurs de croissance, et donc notamment le marché américain, qui depuis des années surperforme l'Europe grâce à ce biais technologique, peut-être qui sera un peu plus à la peine. Ouais. Intéressant. Alain, vos réflexions, encore une fois, sur Apple, c'est le point de départ. Ouais. Bah oui, je vous en dis tous un mot. Première chose, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été si chère. C'est-à-dire qu'en fait, elle se paye 32 fois les résultats. Et tout ce qui s'est passé précédemment, on évoque tous les sujets, je ne veux pas les reprendre, Apple les avait pris en étant en valorisation beaucoup moins cher que là. C'est 32 fois les résultats. Ouais. Ça commence à être un peu tendu par rapport à ce que Apple nous avait accoutumé à faire. Le S&P est à 22, 23 fois à peu près les bénéfices. Mais avec le point qui est qu'il y a des incertitudes sur la suite, sur la succession d'iPhone et puis tous les problèmes d'approvisionnement qui concernent beaucoup de la gamme de Apple. Malgré tout, et moi je pense que c'est ma remarque par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien la gouvernance, autant que le et le S, la gouvernance. Chacun ses obsessions. Voilà, chacun ses obsessions. Moi, c'est le SEG. Voilà. Et ça me tient pas mal. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les deux plus gros performeurs de l'ensemble GAFTAM, c'est les boîtes qui ont réussi à faire leur transition de management pour passer d'un management de gens qui étaient très charismatiques, que ce soit Bill Gates, Steve Jobs. Ils ont été remplacés par ce qu'on a craint à un moment donné des simples gestionnaires, en fait, qui s'en sont particulièrement bien sortis. Tim Cook a particulièrement bien géré. On peut dire qu'il a fait la croissance d'Apple. Et lui, il a mis en place les idées de Steve Jobs. Un peu pareil pour le remplaçant qui était, enfin il y en a eu deux entre deux, mais enfin il y a Nadella chez Microsoft, mais le dernier arrivé a quand même particulièrement bien repris les choses pour faire une entreprise qui est extrêmement florissante. Et je pense qu'en termes de gouvernance, les autres sont plus problématiques. Alors, Alphabet a réglé le problème, c'est assez récent. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Il faut quand même 2-3 ans, parce que, vu les mastodontes. Mais les autres sont à risque. Je pense que Facebook, peut-être, Tesla, devient un exemple d'une mauvaise gouvernance. Mauvaise, en tout cas, bon, ça tient pour le moment, mais c'est très. Moi, je trouve ça assez délicat de faire uniquement ce pari-là. Tesla, c'est pareil. Et Amazon, c'est un peu pareil. Même si les trois ont des caractéristiques totalement différentes. Non, mais c'est intéressant, ce filtre de la gouvernance. Ouais, mais je pense que pour les 5 ans qui viennent, c'est un problème. Je pense que, il va falloir qu'ils règlent ce problème-là. Tesla avait quand même mis un peu... le board de Tesla avait quand même un peu demandé à Elon Musk qui se calme un petit peu. Bon, ça reste quelqu'un de très flamboyant, qui tire sa boîte. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Mais à un moment donné, ça suffit plus, quoi. Ou alors, il s'amuse plus, il veut faire autre chose, il fait des satellites. Il a quand même vendu 10 milliards de dollars d'actions Tesla. Ouais, c'est comme si vous vendiez 200 euros dans votre PEL. Sauf que il y a quelques différences entre Elon Musk et moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être plus la même histoire Tesla quand le fondateur s'est quand même délesté d'une partie substantielle du capital. Il en reste beaucoup. Il contrôle. Mais bon. Donc, il a demandé aux internautes s'ils devaient les vendre ou pas. Oui. Sur Twitter. Oui, mais c'est peut-être plus la même histoire. C'est peut-être plus la même histoire. Il n'y a peut-être plus le même contrôle sur sa société. Et pour revenir à Apple, on évoquait les risques. Pour le moment, ils les ont bien gérés. En particulier sur les problèmes de la Chine. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à passer à peu près à travers les gouttes. Sur l'antitrust, on peut en parler 2 secondes. Et puis sur la succession du iPhone, il y a quand même pas mal de pistes. Ils se sont transformés gentiment en boîte de service. Une grosse partie est faite par l'App Store. Et 68 milliards, quand même, quand on y pense, c'est quand même monstrueux. Et c'est pareil, les montres, on en parlait, on me disait, c'est un truc, c'est un gadget. Ça pesait rien il y a 5 ans. Oui, et ça commence à être significatif. Alors, ils sont quand même un peu toujours dans le même périmètre. Bon, puis il y a toujours ce petit bruit qu'on entend sur l'Apple Car qui va nous tomber dessus un beau jour. Bon, je ne sais pas du tout ce qu'il en est, mais enfin, bon, c'est peut-être ce genre de pistes qui peuvent arriver. Les lunettes. Voilà. Ouais, les lunettes. Oui. Alors, il y a aussi un autre truc, c'est
le métaverse. Hein, c'est-à-dire, en fait, oui, non, mais c'est ça. ouais. Et donc là aussi, il y a une guerre entre eux et Apple et Facebook qui est importante. Mais l'autre point, et je trouve que ça aussi, en termes de gouvernance, c'est quelque chose qui est important, c'est la gestion des données. C'est-à-dire que pendant très longtemps, Alphabet était vraiment cité quand même, et Facebook encore pire, sur l'utilisation des données uniquement commerciales, avec tous les travers que ça pouvait avoir. C'est là-dessus qu'il y a un problème d'antitrust qui peut leur tomber dessus, enfin de sécurité qui peut leur tomber dessus. Et Apple, et là je pense que Tim Cook a vraiment pesé tout son poids sur ce truc-là, pour qu'il y ait justement une gestion des données personnelles qui soit raisonnable. Parce qu'ils veulent taper la santé, et évidemment on sait tous que si on commence à s'occuper des données de santé, il n'y a pas grand monde qui est très content. Enfin, il suffit de voir le nombre de défilés. Ça exige une rigueur. Ouais, donc, voilà, je pense que ça, c'est un point clé. Et ça, alors ça va être un problème avec la Chine à un moment donné. Je pense qu'un beau jour, ils auront des problèmes là-bas. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, ils ont réussi à passer entre les gouttes. Donc, c'est un peu cher par rapport aux tous les événements de marché dont on parlait. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le Nasdaq baisse de 15%, Apple ne peut pas passer au travers. Enfin, si c'est des raisons de hausse des taux, etc. Et ils abordent ça avec un niveau de valorisation qui est un peu élevé, mais sur un horizon de quelques années, ils ont quand même parfaitement géré le cap, et en termes de sécurité, c'est quand même moins dangereux que beaucoup de boîtes du Nasdaq quand même. C'est puis 32 fois les profits, enfin je sais pas, dans le monde actuel, je dis pas que c'est raisonnable, j'en sais rien, mais enfin je veux dire, Dassault Systèmes, Hermès, tout ça, c'est à des lumières encore de... Mais la différence, c'est que c'est une boîte établie, c'est pas Tesla. C'est-à-dire que Tesla, c'est encore un pari, ça reste quand même encore un pari. Après, c'est un peu encore du private equity, c'est-à-dire que et les marchés font qu'ils vont pas vous vendre quelque chose aujourd'hui, ils vont pas vous donner un ticket de loterie. Ça n'arrivera plus aujourd'hui sur les marchés qu'on a, ça n'arrivera pas. Et c'est vrai que Apple est plutôt dans une entreprise installée, un peu comme Microsoft. Donc voilà, c'est des mastodontes. Hein, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a un peu changé cette année, c'est que les insiders qui ont vendu leur titre, il n'y a eu plus que d'habitude. On a des volumes de vente un peu supérieurs, et effectivement, Tesla, il a bien préparé son coup, démarre très démocratique, mais c'était bien calculé, surtout d'un plan fiscal. Mais d'autres l'ont fait aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi une estimation probable que dans ces chaînes d'entreprise, beaucoup considèrent que la valorisation est bien mature, et que c'est le moment aussi de cueillir un peu les fruits de ce qu'on a semé. Donc ça envoie un message aussi peut-être de maturité qui s'intègre dans tout le reste de hausse de taux ou autre. Il est possible pour les investisseurs, c'est une petite empreinte psychologique au-delà du simple fait mécanique de vente dans le marché, de voir que les insiders, donc ces cadres exécutifs des grosses boîtes américaines, aient aussi vendu presque 2 fois plus de titres en fin d'année que les années précédentes. Même Apple, si c'est une Apple, ils ont quoi ? Ils ont 500 milliards de cash. Bon, ça va. Ça permet de voir venir. Ils ont dépensé depuis 2013 460 milliards de dollars en rachat d'actions. Juste rachat d'actions. Hein. Je compte même pas les dividendes. Hein. Bah oui, c'est incroyable. Continuons. Oui, sur les premières tendances de l'année, Florence, je vous repasse la parole. Ce qui est le plus marquant, bon, il y a la hausse des actions, mais c'est la correction du marché obligataire. Oui, moi, c'est ça. Très très vite, en 2 séances quand même. Ouais. Alors, est-ce que ça imprime quelque chose de durable là pour 2022 ? Moi, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, en fin d'année dernière, on avait une hausse du marché actions, on avait des taux sur la partie longue qui ne bougeaient pas énormément, sachant qu'on avait des pentes qui s'étaient pas mal aplaties parce que justement, il y avait quand même eu un repricing, tout du moins sur la partie courte du scénario de hausse de taux aux États-Unis. Et donc, on avait eu des taux longs qui bougeaient très peu et un marché action qui continuait à monter. Et moi, je trouvais ça un peu étonnant parce que, évidemment, si le marché price le retour de la croissance, normalement, les taux doivent monter. Et ce que nous disait le marché obligataire, c'est qu'en gros, ces hausses de taux de la part de la Fed, peut-être que c'était une petite erreur de politique monétaire, qu'il y avait un risque que ça pèse sur la croissance et qu'in fine, il faudrait quand même revenir en faire marche arrière. Et du coup, la partie longue ne bougeait pas. Et ce qu'on voit là en début d'année, c'est un scénario qui est beaucoup plus optimiste, avec des marchés actions qui continuent de monter. Alors, parce que voilà, les nouvelles sur le front de la croissance sont plutôt bonnes, parce qu'on a des nouvelles assez rassurantes aussi, entre guillemets, qui sont sorties sur la partie inflation. En France, on a une inflation qui reste élevée, mais qui est un peu en dessous des attentes. Côté ISM, on a des prix payés qui sont un peu en repli. Donc, il y a ce côté-là qui est rassurant. Il y a le fait aussi que du côté d'Omicron, en fait, ce qu'on constate, parlons-en, on n'arrête pas de parler du Covid, mais c'est vrai qu'on constate en fait quelque chose qui pourrait être un peu antinomique en tant que tel, puisqu'on constate une flambée des cas.
Et donc normalement, on pourrait se dire, tiens, ça va inquiéter le marché. Mais en fait, non. Pourquoi ? Parce qu'on voit, et d'ailleurs les hommes politiques n'arrêtent pas de le répéter, en fait, l'impact sur la croissance va être relativement limité, puisque ce qu'on constate, c'est qu'Omicron, en fait, certes, il est très contagieux, mais on voit bien que le nombre de décès ou le nombre d'hospitalisations, à peu de choses près, ne suit pas. Ben non, exactement. Et donc, ce que le marché est en train de se dire, c'est que l'immunité collective, on la touche du doigt. Parce qu'avec les vaccinations, avec les traitements aussi, qui font quand même du progrès, il faut bien le dire, et le fait que le virus se propage maintenant de manière très rapide et donc touche une grande partie de la population, il est très possible qu'à horizon 3 mois, 6 mois, ça y est, on ait enfin atteint l'immunité collective et que 2022, ça soit la vraie sortie de crise, la fin de la pandémie. Et donc, le marché action, évidemment, on voit ça comme une nouvelle positive, et le marché obligataire, lui, reprice en disant, si c'est ça, effectivement, l'activité, elle va rester solide. Donc, les scénarios de hausse de taux de la Fed, ce scénario-là n'est pas complètement délirant. On verra s'ils font 2 ou 3 hausses des taux, mais bon, voilà, on y est à peu près. Et donc, on repentifie et la partie longue remonte un peu. Alors après, il y a aussi des facteurs techniques, il y a beaucoup de primaires. En Europe, il y a la BCE qui achète moins. Donc, il y a ces effets-là, évidemment, qui se conjuguent. Les gens se repositionnent aussi, en début d'année, sur des paris qui sont des paris macro, donc short duration, long marché action. Et on voit tout ça se mettre en place. Mais l'histoire fondamentale, elle est positive, là. Enfin, en tout cas, dans les messages envoyés. Elle me semble être... Alors, elle est positive. Et donc, on reste pro-risque. Alors, c'est pro-risque. Après, ce qui est amusant, c'est que nous, pour 2022, on a un scénario qui reste positif action, mais évidemment, je dis évidemment, on n'en sait rien, mais en tout cas, dans notre scénario, on a quand même une progression du marché action qui est beaucoup plus contenue que ce qu'on a vu l'année dernière avec, en fonction des indices, du plus 25, du plus 30 sur les principaux marchés développés. Donc nous, on a un scénario à un chiffre, qui va vibrer entre 5 ou 7% sur les différentes zones. Bon, là, en 2-3 jours, on a déjà fait un tiers de notre scénario annuel. Donc, si vous voulez, nous, oui, on reste positif, mais on a quand même bien en tête tout ce qu'on disait déjà, que les résultats, comme la croissance sera moins forte, résultats un peu moins forts, normalisation monétaire, taux réel qui monte quand même un peu. C'est difficile de se dire qu'on va avoir une année sans volatilité. Bon, Alexandre, les grandes idées là pour 2022 et puis qu'est-ce qui pourrait faire dérailler le début d'année positif là dans lequel on baigne? Moi, les risques de l'Europe, je ne vois pas tant de risques que ça parce que les scénarios pour la croissance, on a 4% quasiment de prévision pour cette année. On est moins sensible à la question des valeurs de croissance, il y en a moins dans les gros indices européens. Il y a plus de valeurs typiquement bancaires pour les indices du sud de l'Europe, Italie ou autres. Les taux qui remontent, on a vu l'année dernière déjà grosse perte du bancaire qui s'est alignée sur la tech, donc c'est assez rare pour le souligner. Et puis probablement ça va encore durer dans les mois qui viennent. Les taux ne peuvent que remonter. Alors, ce qui est assez paradoxal quand même, c'est que là, on voit par exemple que depuis 48 heures, on a des anticipations d'inflation qui repartent à la hausse en Europe et aux États-Unis. Au moment où la plupart des indicateurs macro montrent au contraire un reflux des prix. Regardez le gaz en Europe qui était monté sur le niveau stratosphérique jusqu'au 20-21 décembre, 10 jours qu'il est en train de s'effondrer. Les prix du pétrole aux États-Unis, bon, ça c'est un petit peu normalisé, mais il y a quand même une baisse d'abord. Les prix de pas mal de matières premières sont stabilisés. Et c'est le moment où ces commodities ou autres, et on l'a vu aujourd'hui avec l'ISM, les indices de prix, les composantes qui sont en train de chuter, c'est le moment où les anticipations d'inflation se retendent un peu. Et c'est ça qui ne plaît pas effectivement aux valeurs de croissance, les taux qui remontent, et les anticipations aussi. Donc, c'est un peu curieux de voir les anticipations se retendre à ce moment-là. Est-ce que c'est le sentiment, est-ce que le marché a le sentiment que les banques centrales du coup sont un petit peu en retard? On peut le traduire de deux manières, soit dire elles font le job, la BCE, regardez les anticipations restent bien ancrées à 2% et même les dépassent, ou alors se dire le marché commence à considérer que même la BCE peut être un petit peu en retard dans son schéma, et du coup on pense que l'inflation va filer un peu plus avant que la BCE intervienne, donc ça peut être tout dépend comment le marché veut vivre. Attends, 2% d'inflation sur 5 ans en Europe, c'est ce que tout le monde veut. Exactement. C'est pas bon. C'est le rêve. Oui. C'est pour ça que je pense que, pas en vrille, pour revenir sur la question initiale, je pense que l'Europe, pour moi, les deux seuls risques qu'on a, gros risques, c'est ou risque géopolitique Russie-Ukraine, ou un accident de la Chine. La Chine qui pourtant voit des données macro qui se stabilisent quand même, les PMI qui repartent un peu, on voit que la Banque centrale communique habilement, les responsables aussi, donc ils veulent piloter leur ralentissement et ils le font pas trop mal. Le risque, c'est l'accident immobilier, comme on est un stress qui se repropage sur la partie à yield ou autre. Je pense que pour l'Europe, c'est les deux seuls gros risques qu'on ait en fait. Et s'il devait se matérialiser, je pense que ce serait des phases
urgente, mais pas d'installation d'un retournement comme on a pu avoir sur les cycles précédents. Donc, plutôt des risques, oui, qu'à un moment donné, le marché vienne lâcher 5-10% de manière un peu brutale ou consolide, mais il n'y a pas de risque de retournement par rapport aux structures du marché. On a quand même beaucoup plus de value de cyclique dans les indices européens, donc normalement, ça va suivre un chemin plus tranquille cette année, normalement. Alain, vos réflections sur l'investissement là en 2022 et puis la place de l'ESG, Oui. je vous amène gentiment là-dessus. Oui, quelques mots sur les taux. Effectivement, il y a une tendance qui se dégage et j'ai l'impression que ça va être une tendance quand même pour l'année. Alors, c'est quand même des marchés qui sont très contenus par les banques centrales, donc qui sont quand même moins liés au phénomène de marché qu'on connaissait précédemment, c'est-à-dire des hausses pendant quelques temps, et puis à un moment donné une marche, et puis on recommençait comme ça. Mais on peut avoir quand même comme ça une tendance à une dérive un peu à la hausse, ça paraît quand même quelque chose de hautement probable pour l'année, mais du coup pas suffisante pour faire l'arbitrage des gens qui feraient en se disant à un moment donné je vais aller arbitrer mes actions contre mes taux. Aujourd'hui on n'y est pas encore. C'est pas encore le TINA, c'est plus tout à fait le TINA de l'époque, mais il n'y a pas d'autre alternative que les actions. L'idée c'est on n'est pas encore dans un schéma d'arbitrage suffisant. Par contre, ce que je trouve important, et juste Alexandre le disait un petit, le sous-entendait, c'était il y a une résistance comme ça des marchés actions et de l'environnement général à des petites hausses de taux, mais à un moment donné il y a une prise de conscience et ça peut faire un peu en cascade 2-3 événements. Alors il y a ce phénomène de retracement d'un seul coup des marchés, mais moi je pense que le sujet, et ça va être, c'est un peu mon idée pour 2022, c'est que c'est la dette privée qui est quand même on va dire le plus important. Et c'est vrai que la dette publique, elle est contenue par les banques centrales qui se débrouillent pour gérer les choses. Alors après, c'est pas dans tous les pays, mais enfin les grands pays, c'est comme ça. Et donc il va y avoir, je pense, à un moment donné, quelques accidents. Et alors c'est pas des accidents d'indices, c'est des accidents d'émetteurs ou d'acteurs. Et ça peut être des banques d'ailleurs qui sont parfois trop leveragées sur les marchés, qui à un moment donné se retrouvent un peu coincés. Et les sanctions, ça peut ne pas se voir dans les indices, mais par contre, les acteurs qui sont concernés, c'est définitivement mort parce que eux, ils auront mal géré le truc. Regardez ce qui se passe sur Evergrande, c'est 90% de baisse. Donc, et le marché, il est sans pitié. Alors après, c'est la Chine, c'est encore un truc un peu à part, mais je pense qu'il y aura des accidents comme ça. Et effectivement, sur le high yield, je crois qu'on fait, c'est historique, on n'a jamais fait aussi peu de défauts sur aussi longue période. Mais ne serait-ce que de revenir au taux de défaut habituel, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas habitués à ça. C'est-à-dire que pourquoi les high yields le rendement des entreprises de ce type-là est un peu plus élevé, c'est parce qu'il y a un risque. On va le rematérialiser un petit peu. Quelquefois, quand vous prenez un accident, et les gestions ne sont pas toutes super diversifiées. Il y a beaucoup de gestions high yield qui sont très diversifiées, mais on a quand même quelques-unes qui prennent des risques parce que justement, pour aller chercher de la performance, c'est ce genre de choses qui peut arriver et qui peut, je ne crois pas que ça soit systémique, j'ai pas du tout, je pense pas, mais les accidents peuvent faire très mal. Et là, c'est le lien que je fais avec l'ESG, c'est que normalement, l'ESG vous permet de tracer un peu ces choses-là, parce que souvent, ça vient de la gouvernance, parce que c'est quand même lié au crédit, et l'agressivité. Alors j'aime bien les gérants, quand nous on appelle ça un risque ESG sur la gouvernance, etc. Puis les gérants à yield, ils appellent ça une agressivité comptable, comptable ou financière. Mais ça traduit un comportement des émetteurs. Et je pense que c'est ça que peut aider, c'est à ça que peut aider l'ESG dans une période qui peut être un peu plus bizarre, quoi. De ce fait-là, les périodes de transition sont quand même des périodes où il faut quand même faire attention aux risques. Et je pense que pour beaucoup d'acteurs longs, les grands assureurs, les grands fonds de pension et compagnie, c'est des sujets qui les préoccupent. C'est ce genre de choses, risques ponctuels, qui font très mal. Peut-être moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce qu'on sort quand même de plusieurs années de taux très bas, avec des aides quasiment publiques à l'endettement. Mauvaise allocation du capital, forcément, des mauvais choix, des mauvaises et donc là, on va rentrer dans un environnement, en commençant par les États-Unis, où les liquidités vont à nouveau devenir payante, où le levier va à nouveau devenir payant, et toutes les structures qui sont un peu surendettées, au moindre accident, et du coup, ça devient bancal. Et donc, si on reboucle sur le fait qu'en termes d'indices, on va avoir des progressions globales qui sont moins fantastiques que l'année écoulée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bêta, c'est bien, mais pour les gérants actions, il va vraiment falloir faire du picking. Et donc, les sociétés de qualité et les sociétés plus ou moins endettées, ça fait partie, il me semble, des choses qu'il va
va falloir discriminer. Et on reboucle à nouveau sur Apple, parce que là, pour le coup, effectivement, c'est cher, mais avec tout le cash, qu'ils ont, c'est quand même il y a un côté un peu rassurant. Mais oui, le levier, ça va être un des éléments, je pense, vraiment déterminants. Et juste pour finir sur le ESG, excusez-moi, je reprends la parole. Mais bien sûr, Alain, non, mais vous êtes ici chez vous. Merci. Faites attention, je vais m'installer. Je pense qu'il y a aussi un truc qui est un peu... on parlera des élections un peu après. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'esprit qui est de dire qu'il faut un peu une autre répartition capital-travail. Et ce truc-là, ça se retrouve dans le S, la manière dont les entreprises gèrent ce S. Et ça va devenir un tamis aussi d'analyse. Et on retrouve un peu aussi le comportement des chefs d'entreprise. Et ça aussi, pour un capitaliste pur et dur, il va y avoir un peu moins de marge. Alors, outre l'inflation qui lamine un peu certaines marges, les taux d'emprunt qui sont un peu plus élevés, et aussi, on le voit dans plein de secteurs, on est obligé de payer plus les salariés pour qu'ils restent au boulot. Donc, il y a, j'entendais les trucs de loisirs tout à l'heure, pour garder des gens dans les restaurants, garder des gens dans les centres de loisirs, les prix ont très très nettement augmenté pour payer les salariés. Donc il ne faut plus attendre 10-15% de retour sur equity. Ça, c'est fini. Le monde du 10-15% de return on equity, c'est fini. Il y en a qui vont y arriver, mais c'est encore un tamis. Mais celles qui sont pour qui c'est un peu plus difficile, quand le ciseau se referme, elles sont quand même très coincées, quoi. Donc, parce qu'elles ne peuvent pas augmenter les prix publics. Donc, vous voyez, tout ça se trouve, et cette notion de durabilité s'installe dans les marchés, je trouve. Alors après, il y a des contre-exemples. Sur quelques semaines, il vaut mieux avoir parfois des entreprises liées à l'énergie, des trucs bien pourris, des bonnes banques. Sur quelques semaines, oui, sur plus que quelques semaines même, pour l'instant. Mais si on raisonne long pour des gens qui ne peuvent pas bouger des actifs, qui sont obligés d'être extrêmement précautionneux par rapport à leurs investissements, ils ne peuvent pas sortir comme ça. Un grand assureur, un grand fonds de pension est obligé d'avoir une politique très très long terme. Donc là-dessus, ils sont obligés de prendre ça en compte. Alors effectivement, à la semaine, c'est intéressant, mais ça ne leur sert à rien. Non, mais ça veut dire quand même que oui, structurellement, on va voir de plus en plus, le filtre ESG va avoir de plus en plus d'emprise justement sur les marchés, les performances boursières, la dispersion de performances, le coût du capital. C'est vraiment c'est la finance durable, quoi. C'est comment on fait pour avoir un business où on se dit dans 10 ans il sera toujours là, quoi. Et il y a beaucoup d'entreprises, on se pose des questions. Puis vous faites après le jeu des paires. Est-ce qu'il vaut mieux avoir du LVMH que du BNP, du machin que du truc? Enfin, oui, c'est après tout ça. Est-ce qu'il vaut mieux avoir du Tesla ou du Apple? C'est pas évident du tout, quand même. Et quand vous analysez sur le plan ESG, vous dites il y en a un qui est bien gouverné, avec un aspect social probablement plus propre, et puis avec une gestion des données plus fine. Voilà. Vous avez la réponse. Pour avancer un peu sur les questions 2022, j'avais cette question. Est-ce que c'est 2022? Est-ce que c'est l'année de la Chine, du retour de la Chine, des actions chinoises, pour préciser un peu les choses? Alexandre. C'est vrai que quand on parle des actions chinoises, il y a celles qui ont très bien tenu. On a l'impression que c'était catastrophique pour la Chine ces 12 derniers mois. Vous regardez les large caps chinoises, les banques, les assureurs, les industries principales. Dans le Shanghai Composite, ça se passe plutôt bien, voire très bien même. On est sur des niveaux qui se maintiennent très bien. Celles qui en ont pris plein la figure, c'est les techs. 60% de baisse en 214 jours pour être précis. C'est beaucoup. Et à la fois, on se dit aussi 60% de baisse. Aujourd'hui, vous avez des PE, donc des ratios cours-bénéfices. Elles font encore des bénéfices, ces boîtes-là. Donc, elles sont beaucoup moins chères que les large cap US. Donc, effectivement, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Moi, je vous dirais en temps... Pour la gouvernance, on verra plus tard. Oui, mais sur des paramètres financiers et sur du moyen terme, est-ce que la Chine peut aller plus loin dans l'argumentation? Ne jamais dire jamais, mais est-ce que c'est son intérêt de taper sur ceux qui permettent d'être compétitifs au niveau mondial, d'attirer des capitaux dans le pays ou autre? Ce serait étonnant que la Chine est beaucoup plus dure dans l'argumentation de ce secteur-là. Oui. Alors après, moi je trouve que c'est ces arbitrages qui peuvent être intéressants et qui peuvent du coup aussi, peut-être, je dis que des flux mesurés, mais ceux qui ont fui les valeurs chinoises sur les marchés US, on a vu qu'il y a des discussions qui se passaient sur justement le délisting des boîtes chinoises. Ouais. C'est une menace de chaque côté d'ailleurs, les US qui menacent la Chine et la Chine qui menace les US. Apparemment ça discute quand même en off, c'est pas, on n'y a pas frontalement. Si ça se détend un peu de ce côté-là, vous pouvez avoir des effets de blast absolument énormes sur la tech chinoise qui reprend 20-30%. Et du coup, peut-être un peu d'arbitrage dans ces moments un peu de normalisation monétaire aussi sur la tech US. Et je me demande si on n'aura pas ce phénomène-là dans les 12 mois qui arrivent, un peu de baisse sur la partie US et un peu de hausse sur la tech chinoise. Ça me semble être une possibilité d'arbitrage. Alain, un investisseur responsable n'a plus le droit d'investir dans les actions chinoises? Non, mais alors, moi, je suis... pour moi, là, ce qui se passe, c'est qu'en tant que... Là, on raisonne capitaliste pur et dur. Un investissement
potentiellement avec un gros effet de levier. On joue le blast, on joue une reprise 30%. Ça, c'est de la spéculation pour moi pure et dure. Tant mieux, ça peut gagner de l'argent. Mais quand vous êtes investisseur sur 10 ans et que du jour au lendemain, vous pouvez vous faire spolier de votre capital, de votre droit à une participation à l'entreprise, etc. Et l'ESG, la durabilité, c'est participer un peu quelque part, c'est voter, c'est s'engager auprès des entreprises. Qu'est-ce que vous voulez vous engager auprès des entreprises chinoises? Ça n'a aucun sens. Donc, moi, je pense qu'il y a... Il y a une contradiction là. C'est incompatible. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mener les deux batailles de front. Alors, peut-être en diversification, peut-être très, très marginalement, mais si vous raisonnez vraiment en allocation, il y a tellement de choses à faire, autres que des endroits où vous pouvez vous faire spolier du jour au lendemain et perdre votre droit d'actionnaire. Faut être cohérent, enfin ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est la Chine, c'est 30% de l'économie mondiale. Oui, qu'est-ce que je vous dis, ils ne sont pas alignés avec les pratiques des autres pays. Donc on raisonne engagement, on raisonne vote. C'est un truc qui est sans arrêt répété par tous les grands acteurs. Et là, on ne le ferait pas. Donc ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi. Après, c'est vrai, Alain a raison. mais c'est le postulat de base. Alain Pitous a raison. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Comme d'habitude, Alain a raison. Merci, Florence. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce dont tu parles, cette prime de risque politique, ce risque de spoliation de l'investisseur, voilà, est-ce qu'il y a une limite, puisqu'il n'est pas en grande partie intégré. On est rémunéré pour ça. Et donc, est-ce qu'on est rémunéré pour cette prise de risque? Voilà. Enfin, ça a été cher payé les derniers mois, quand même. Ça a été très cher payé. Et donc là, la question, effectivement, si on regarde ça d'un point de vue un peu macro, c'est que sur certains segments, il y a des valos qui sont quand même intéressantes. Le cycle macro, il a l'air d'être en train de se stabiliser. Il y a un État qui ne veut pas que les choses se passent trop mal, donc qui petit à petit remet un peu de liquidité, qui va faire un petit peu de relance. Et si on cherche des zones qui sont pas chères, bon, il y a les small caps. J'ai compris qu'il y avait un intervenant tout à l'heure qui venait parler des small caps. Il y a quand même un truc intéressant sur les small caps, parce que si on se dit retour à l'économie réelle, il y a quand même quelque chose à faire. Et donc en Chine, oui, pourquoi pas. Enfin, je pense que évidemment c'est très délicat, mais ça fait quand même partie des choses qu'il faut regarder, au moins avoir une idée claire sur ce qu'on a envie de faire avec la Chine en 2022. L'engagement sur les small caps, il a du sens. Si vous êtes actionnaire, vous êtes investisseur et vous aidez des boîtes à aller dans le bon sens, parce que souvent elles sont mal notées parce qu'elles diffusent pas suffisamment d'informations, ce qui est quand même dommage. Et puis les analystes les suivent moins qu'avant aussi. Mais si vous dites, vous projetez, et là aussi sur un horizon un peu long avec des gens qui sont sérieux, et la plupart le sont, il y a un énorme potentiel. Là, je pense qu'il y a effectivement un énorme potentiel. Alors après, c'est pas linéaire, mais il y a quand même pour moi plus de potentiel, quitte à chercher un peu de risque, autant le chercher là plutôt qu'en Chine. Pour conclure l'émission, oui. Est-ce que la politique va être un facteur à suivre quand on est investisseur là, en 2022 ? Alors je notais, il y a des législatives au Portugal d'ici la fin du mois de janvier, la France bien sûr, il y a une élection présidentielle en Italie, là aussi, en janvier, avec un Mario Draghi qui est peut-être entre deux fauteuils de président aujourd'hui, des législatives en Hongrie en avril, présidentielle en Inde en juillet, midterm elections aux États-Unis bien sûr en novembre, 20e congrès du Parti communiste chinois en novembre, élection présidentielle au Brésil également en octobre. Je sais pas, l'agenda est chargé. Est-ce que les marchés vont à un moment regarder ces sujets ? Sur la partie US, je pense qu'il regarde déjà un petit peu. On sait que Biden a fait de la lutte contre l'inflation un de ses chevaux de bataille. Donc il est probable que la Fed, malgré son indépendance, embraye un peu là derrière. Donc, il semble que la lutte contre l'inflation pour Biden va être un enjeu. Donc voilà, ça oui pour le marché. Il y a un truc politique aux États-Unis, mais du coup avec des répercussions sur les taux et la politique monétaire de la Fed. En Europe, c'est plus la question, à moins qu'il y ait une surprise majeure en France, ce qui semble peu probable, c'est l'Italie effectivement qu'on va quand même surveiller. Mais là aussi, la BCE, elle va sortir de son programme monétaire très très progressivement, donc à faire en sorte que les spreads, ils vont s'écarter un petit peu, ils ont déjà commencé à s'écarter un petit peu, je crois, sur quelques mois sur le spread Italie-Allemagne, mais encore une fois, il faut toujours comparer ça par rapport au niveau de stress historique, les 300-400 points de base qu'on avait à une époque, c'est révolu, et à moins d'un choc politique majeur en Italie, si Draghi prend la présidence, qui viendra derrière, on sait qu'il y a eu c'est récurrent en Italie, les stress politiques, j'ai pas l'impression que ça remette en cause la dynamique qui est impulsée. C'est-à-dire l'Italie va bénéficier de la relance européenne, l'Italie fait des réformes aussi, elle semble plutôt bien partie, le MIB a une belle allure, le MIB si on parle des actions, le MIB italien a une belle allure aussi, sa structure, on parlait tout à l'heure des valeurs cycliques, banques ou autres,
est favorable, enfin, c'est un indice qui va bénéficier de ce qui se passe actuellement en zone euro. Donc pour moi, c'est à part encore une fois des stress très ponctuels, mais toute purge, c'est plutôt une opportunité plutôt qu'à se dire mince, on a épuisé le rallye. Je pense vraiment qu'il y a un beau rallye. Pourquoi pas récupérer tout le bottom post-crise subprime. Ça prend peut-être quelques années, mais pour moi, c'est plutôt ça l'objectif que de revoir les plus bas crise de la dette ou autre. Si on se focalise sur l'Italie, Florence. Moi, les élections en Europe, je ne suis pas persuadée que ce soit un risque majeur. Je suis complètement d'accord. Et Mario Draghi qui passerait d'un fauteuil de président à l'autre, le marché s'est enthousiasmé de son arrivée comme président du Conseil. Oui. Est-ce que le marché sera déçu Peut-être, mais je ne pense pas que ça soit. Ça change pas l'histoire fondamentale. Je ne pense pas que ça change l'histoire fondamentale. Moi, ce qu'on regardera peut-être de près, c'est quand même le Brésil, puisque c'est là, il y a quand même une zone de. Enfin, je veux dire, il y a un potentiel changement qui est assez majeur. Et en fait, sinon, de manière globale, le risque politique, comme je le vois moi, c'est plutôt toujours de manière larvée entre les États-Unis et la Chine, et puis Russie et Ukraine. Voilà, c'est pas tellement les élections en Europe, il me semble. Alain, pour conclure là-dessus. Juste 2 mots là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a vu l'État reprendre énormément de rôles, et c'est valable dans tous les pays, plus ou moins fort, mais enfin, en tout cas, l'État est revenu en masse, et les électeurs, enfin, les citoyens attendent beaucoup de l'État, et c'est particulièrement vrai en France. Du coup, je pense que par rapport à 2017 ou 2012, si on fait un focus sur la France, bien sûr. où c'était un peu non-event, effectivement, moi, je ne sais absolument pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, c'est probablement un peu plus important maintenant, vu le rôle de l'État, qui est partout, qu'on attend partout, qui est dans l'économie, et l'inflation monte, on fait un chèque, le prix de l'essence monte, on fait un chèque, le prix du gaz, le prix des systèmes, on fait des chèques, on aide les entreprises à tout ça. Donc on attend beaucoup plus de l'État, donc le vote est, je pense, un peu plus important. Il va falloir que l'État aussi sorte. Alors on voit la BCE qui parce que c'est pas moins compliqué pour elle, c'est juste on ferme des robinets, donc il y a un peu moins de rôle politique. Mais pour les États, la sortie de ça, c'est quand même plus important, donc on va attendre plus. Donc voilà, le côté régalien va être important, je pense. Ouais. On suivra ça évidemment. Merci à vous trois d'avoir participé à Planète Marché ce soir. Florence Barjou était avec nous, directrice des investissements de Lyxor AM, Alexandre Baradez, chef analyste d'IG, et Alain Pitous, senior advisor ESG. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des small caps, les petites capitalisations boursières, enjeux et stock picking pour 2022. On en parle avec Pierre Chang, à mes côtés en plateau, gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. On va aller assez vite parce que c'est l'intérêt d'avoir un stock picker en plateau, c'est qu'on peut parler de dossiers, de vos top picks pour 2022. Mais un petit mot, alors sous forme de bilan 2021 et perspective 2022. Le thème small cap, alors a pas démérité dans l'absolu. Les perfs sont bonnes quand on prend les indices small cap, small et mid cap. Ils sont quand même un petit peu en retard des large cap. C'est vrai que 2021 a plutôt été une année de large cap. Ouais, alors ça c'est juste quand on regarde la France, parce qu'on a eu un CAC 40 qui a dominé un peu la place continentale cette année, avec vraiment le luxe qui a complètement tiré. Donc le CAC 40, il finit à plus de 32%, c'est supérieur à la plupart des indices européens. Le CAC Small en France, il finit à plus de 25%. Bon, c'est en dessous, mais c'est de bonnes factures et c'est en ligne avec les indices Small européens. Donc je veux dire, c'est un bon millésime de mon point de vue. Le segment mais c'est intéressant, vous dites le prisme français déforme un petit peu l'écart peut-être entre les grandes valeurs et les le CAC 40, il est déformé un petit peu parce qu'il y a le VMH qui pèse plus de 10% et ça a été un grand succès cette année. Mais sur les small caps, franchement, on a fait le boulot. Le segment a rempli son rôle de pourvoyeur de performance. Et donc, après, quand on descend dans l'indice, comme d'habitude, on a des disparités qui sont assez colossales, qui sont assez fortes. Donc, dans le CAC Small, par exemple, en France, on a des valeurs de grande qualité qui sont un peu vraiment les valeurs de référence dans les petites valeurs. On a des Interparfums qui prend 90%. On a aussi une belle OPA sur AK Technologies, qui est une valeur d'ingénieur pour la R&D. Donc, ça, il y a une OPA de Adecco dessus. Donc, c'est aussi un titre qui prend 90%, des Derichebourg, des logistiques, tout ça, c'est des valeurs qui ont pris 60, 70%. Et donc, c'est ça qu'il faut voir dans les small caps, c'est qu'il y a vraiment des potentiels, vraiment des performances majeures qui peuvent se faire sur l'espace de 12 mois. Ce qui est intéressant dans cet univers des small caps, c'est qu'on cherche la croissance généralement, on cherche les thèmes d'avenir, on cherche la disruption
disruption, c'est pas chez LVMH qu'on va chercher la disruption, on va chercher autre chose chez LVMH. Et c'était un peu ma question. On avait déjà parlé du thème de l'espace avec vous, je me souviens, Pierre. C'est quoi les nouveaux thèmes qui sont peut-être en train d'apparaître, qui se sont accélérés peut-être à travers la crise pandémique, quand on est dans cet univers des petites bien sûr. Bon, après, c'est toujours un peu sur les small caps, ce qui est intéressant, c'est, comme disaient les intervenants précédents, c'est vraiment le retour sur l'économie réelle. Donc ça, c'est vraiment donner du sens. En plus, investir dans les valeurs françaises, de mon point de vue, c'est aussi donner du sens, un peu un acte social aussi. Ça, c'est le label Relance, ça. Oui, entre autres, bien sûr. Tout ça, c'est on a créé un label pour ça. Ouais, tout à fait. Tout ça, s'aligner. C'est aussi donner du sens aussi à son épargne. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose importante, je trouve, aujourd'hui. Et au-delà de ça, c'est vrai que 2022, c'est une année qui est un peu difficile à appréhender, dans le sens où on a un risque pandémique qui est toujours là. On a aussi des taux qui sont plus élevés qu'avant. Et c'est vrai que c'est dur d'anticiper, notamment sur les taux, comment le marché va réagir. Même si on connaît à peu près la direction des taux, c'est dur de comprendre à quelle vitesse ça va se faire et comment les investisseurs vont réagir. Donc, ça peut être perçu comme une bonne nouvelle ou comme une mauvaise nouvelle. Ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Et également, il y a la politique qui va venir aussi jeter son lot d'imprévus là-dessus. Donc, moi, personnellement, en tout cas, dans la gestion des fonds chez Tocqueville Finance, je privilégie en ce début d'année vraiment une approche valeur, dossier. Voilà. Donc il y a des thématiques, certes, mais dans ces thématiques, je pense qu'il ne faut pas tout parier sur des thèmes cette année. Voilà. Donc, c'est pas un portefeuille de concept stock. Il ne faut pas avoir que des concept stock en portefeuille pour 2022. Donc, parmi les thèmes, il y en a toujours des thèmes. Donc, bien évidemment, la disruption. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire chez vous, chez les small caps, en fait, on vient aussi chercher la disruption dans un environnement où il y a la disruption dans tous les sens. Et les valeurs moyennes, c'est vraiment privilégié pour ça. Il y a également un sujet que je trouve qui est de plus en plus d'actualité, c'est la sécurité électrique. Donc, on a vu là en France, on a un hiver qui va être un peu en stress avec des incertitudes. Donc vous avez sans doute parlé sur votre antenne, mais en Allemagne, on va encore fermer 3 réacteurs nucléaires cette année. On a vu les prix énergie qui ont explosé. Donc il y a aussi un thème sur la sécurité électrique. Donc il n'y a pas forcément que EDF et Neoen ou Voltalia à faire. Il y a aussi d'autres dossiers. On va en parler. Voilà. Ensuite. Bien sûr, après, il y a les matières premières. Donc, les matières premières, c'est un gros sujet. Et il y a quelques représentants. Il n'y en a pas beaucoup dans les small caps, mais il y en a quelques représentants qui sont sympas à approfondir. Et puis, voilà. Ensuite, une fois qu'on a ces thèmes dedans, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher des valeurs de croissance structurelle, des valeurs décotées. Ou des valeurs européennes. Voilà. Tout ça, ça fait un peu, c'est un peu généraliste, mais c'est un peu une big picture qu'on peut avoir en commençant l'année. Oui, et puis ça montre qu'on peut être très diversifié aussi dans cette approche small cap, en termes de style, en termes de thème, en termes de taille aussi. Il y a quand même un éventail de taille d'entreprise qui est important. Allons-y. Alors, s'il faut commencer avec quelques valeurs solides là pour 2022, qu'est-ce que vous avez en tête, donc c'est vrai qu'on a le choix soit de faire des valeurs solides, vraiment bien implantées, qui sont installés sur des choses, des tendances solides, soit un peu des valeurs un peu plus, où on parie un peu plus, où c'est un peu moins incertain, un peu des jokers comme ça. Donc dans les valeurs solides, donc nous, il y en a plein, il y en a beaucoup qu'on adore. Alors j'étais obligé là pour l'émission d'en prendre quelques-unes. C'est l'exercice. Mais l'exercice a été délicat. Mais en tout cas, dans les valeurs européennes aujourd'hui, dans les small caps françaises, l'une des valeurs qui nous paraît les plus intéressantes, c'est M6, bien sûr, parce que ça a été vraiment l'un des gros sujets de 2021. Ça a été le potentiel rapprochement entre M6 et TF1. C'est un rapprochement qui peut générer des synergies colossales, très importantes à l'échelle de 2 groupes. Et donc là, on va avoir sur le premier semestre, jusqu'à cet été, toute une séquence de validation du deal. Donc nous, notre point de vue, c'est que tout ça va aller au bout, qu'il y aura sans doute certes quelques concessions à faire, mais ce qui est assez troublant, c'est que le marché, finalement, aujourd'hui, n'a pas encore réagi, malgré tous les signaux positifs. C'est ce qu'on disait, le marché n'y croit pas. Le marché, pour l'instant, n'achète pas ça. Voilà, et donc, entre autres de signaux positifs, il y a eu quand même le remplacement du président de l'autorité de la concurrence. Voilà, donc je veux dire, pour moi, le message politique est assez clair. Maintenant, voilà, on verra, mais en tout cas, sur les dossiers OPA, M6, ça me paraît assez incontournable en 2022. Voilà, ensuite, des dossiers matières premières, on a notamment aussi une valeur emblématique de la place parisienne, c'est GTT. Bien donc c'est une valeur, ce sont des ingénieurs qui détiennent des brevets pour faire des cuves de méthanier, pour mettre le gaz dedans, voilà. Et donc ces gens-là ont eu bien sûr, de gaz liquéfié, exactement. Des membranes spéciales qui sont installées à Alors le titre avant la crise va se coter autour de 100 €, est tombé à 50, puis a rebondi à 90.
Et à ce moment-là, en fait, Engie, qui était actionnaire majoritaire au capital, enfin, qui avait de référence, qui avait 40% du capital, a vendu la moitié de sa participation. Et donc, Engie reste au capital, a publiquement dit qu'il souhaitait sortir. Donc, le titre est un peu bloqué au fond, comme ça. Donc, il est tombé à 62. Aujourd'hui, il a rebondi un petit peu, mais avec la séquence de commandes qu'il y a eu cette année, aujourd'hui, on a le sentiment que le consensus n'a pas encore complètement intégré cette dynamique de prise de commande. Et donc, ça paraît d'autant plus que le mois de décembre a été le mois historique du groupe. Ça n'a jamais, ils n'ont jamais pris autant de prises de commande. Ouais. Donc, voilà, tout ça sera intégré dans le consensus au cours des prochains mois. Et donc, voilà, ça c'est important. Ensuite, on a des valeurs décotées comme Rothschild, par exemple. Ouais. Alors, Rothschild, bon, tout le monde connaît. Oui. Ils ont fait aussi une année exceptionnelle sur M&A. Ouais. Dans leur communiqué, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont une bonne visibilité sur le premier semestre 2022. Et le consensus, quand on regarde 2022, le consensus prévoit plutôt une baisse des performances financières. Donc, on peut dire que là, il y a peut-être une surprise, d'autant plus que le titre se paye sur des multiples qui sont bien inférieurs aux comparables boursiers, donc, notamment américains. Et donc, tout ça, c'est assez encourageant. Voilà. Bon, très bien, mais GTT, M6, Rothschild, voilà. Donc ça, c'est les valeurs solides, où la valeur est solide. Alors, il y en a une autre aussi qui sur le thème de la sécurité électrique, c'est 2G Énergie. Voilà. Donc ça, c'est un thème qui nous est cher, c'est-à-dire que quand on voit qu'avec la transition énergétique, on ferme des centrales nucléaires, des centrales à charbon, des centrales à gaz, et qu'en face, on souhaite ouvrir des éoliennes et des panneaux solaires, si vous voulez, c'est pas évident parce qu'il y a quand même une résistance locale. Les gens ne veulent pas avoir d'éoliennes en face de chez eux, donc on ferme. Voilà, exactement. On ferme avec un calendrier qui est assez clair. Par contre, on crée de nouvelles capacités avec un calendrier qui est moins évident. Et donc ça va créer un mismatch de notre point de vue, notamment dans des pays comme la France, mais également en Allemagne. Et en Allemagne, voilà, donc là, on a une valeur qui s'appelle 2G Énergie. Qu'est-ce que vont faire les grands industriels ? Ils vont en faire du off-grid, c'est-à-dire qu'ils vont acheter un réseau local indépendant qui peut subvenir à des potentielles disruptions du réseau général. Et donc là, 2G Énergie fait des centrales, des mini-centrales, en fait, des générateurs. Très intéressant. Avec du gaz et qui sort l'électricité. Et voilà. Ça, c'est allemand, ça ? C'est allemand. Alors, il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur qui sont non cotés, mais parmi les cotés, on a vraiment là un pur player. Et donc, le scénario du off-grid, pour nous, c'est un scénario qui est très puissant. Et donc, le titre marche très bien. Très a doublé l'an dernier. A pris 15% cette année. Donc, cette année, par rapport au marché, le titre est un peu soufflé. C'est 500 millions de capi, mais ça peut continuer à croître très fort. Voilà. 1 minute pour conclure avec un joker. Alors pour les jokers, il y a une valeur qu'on aime bien, c'est Metabolic Explorer, qui produit des acides aminés. Voilà. Les acides aminés ont explosé littéralement cette année, la valeur. Et donc, ils ont racheté, c'était à la base un concept stock, donc ils étaient en train de construire leur petite usine. Donc, c'était ça. Et tout d'un coup, il y a un Japonais qui a vendu une usine qui fait 100 000 tonnes de production par rapport à leur site qui était en train de développer, qui était prévu pour 6 000 tonnes. Là, ils ont racheté quelque chose, 350 salariés, 100 000 tonnes par an. Et là, ils sont en train de redresser tout ça. Et ils ont un coup de chance dans ce redressement, c'est que les prix des acides aminés les portent totalement. Voilà. Et donc là aussi, ils ont donné des objectifs qui nous paraissent encore... conservateur ? C'est un peu rapide, en tout cas atteignable, voire même dépassable. Donc ça, on verra comment ça va se passer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui nous écoutent, c'est pas un dossier facile, c'est un dossier sur lequel il faut être très prudent parce que ça va pas être un long fleuve tranquille. C'est volatile, oui. Il faut faire attention. Voilà. Donc il faut garder ça comme joker et faire attention à ce genre de dossier. Voilà. Metex, merci beaucoup pour ces quelques idées, vos top picks pour commencer cette année 2022. Pierre Chang qui était avec nous, gérant de portefeuille, spécialiste des petites et moyennes capitalisations boursières chez Tocqueville Finance. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.